Ouais. Bonjour à tous, bienvenue à cette visioconférence organisée dans le cadre du Salon Go, le salon de la création et de la reprise d'entreprise, pour cette 14e édition. Alors, nous avons choisi de vous parler du business plan, document essentiel pour présenter votre projet de création, mais aussi un projet de reprise d'entreprise et convaincre vos interlocuteurs de la qualité de votre projet. Alors, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Déborah Larose de la CMA. Déborah, si tu veux dire quelques mots pour te présenter. Oui, bonjour, je suis Déborah Larose, donc je suis conseillère entreprise à la Chambre de métier. Juste pour petit complément d'information, on est 15 conseillers qu'on répartit sur la Moselle et donc 4 spécifiquement dédiés à la création d'entreprise. Voilà, et donc moi-même, Doriane Stark, de la Chambre de commerce et d'industrie. Nous vous invitons à poser vos questions à travers le chat qui est à votre disposition. Donc le chat, c'est les deux petites bulles que vous voyez en haut de votre écran. Vous avez un point d'interrogation sur la première bulle. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles se présentent à vous. Et puis nous prendrons un peu de temps à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Et je vous précise également que cette visioconférence est enregistrée et qu'elle sera disponible très prochainement, peut-être encore aujourd'hui, sinon demain, sur la chaîne YouTube de la CCI et de la CMA. Voilà, donc je vous propose de démarrer tout de suite avec notre sujet de ce matin, le business plan. Alors, en préambule de cette conférence, je vous propose de revenir tout d'abord sur les différentes étapes nécessaires pour préparer un projet de création ou de reprise d'entreprise. Donc, ces étapes, vous les voyez à l'écran. La première étape, généralement, elle consiste évidemment par l'idée, par le projet en lui-même. Donc, il faut effectivement, dans un premier temps, avoir une idée, un projet de création, mais aussi de reprise d'entreprise. Ensuite, en deuxième étape, eh bien, on va passer à une étude commerciale, ce qu'on appelle aussi l'étude de marché, qui permettra notamment de définir votre cible, de définir votre offre et un positionnement commercial. En troisième étape, on va bien sûr s'intéresser à l'étude juridique de votre projet. Donc l'étude juridique, elle va vous permettre de définir un statut juridique adapté à votre situation familiale, mais aussi adapté à votre projet et à votre activité. Donc est-ce que vous vous mettez en micro-entreprise, en entreprise individuelle, en société? Cette étude juridique va également vous permettre de définir un régime fiscal et également un régime social. En quatrième étape, eh bien, on s'intéressera à vos moyens d'exploitation. Ça, on y reviendra. On verra que les moyens d'exploitation, ça s'entend au sens large du terme. Ça comprend vraiment le matériel dont vous avez besoin, l'emplacement, les ressources humaines, sans oublier les moyens d'exploitation digitaux qui vont vous permettre de vous faire connaître. En cinquième étape, eh bien, on va réaliser une étude financière prévisionnelle. Donc ça, on y reviendra, puisqu'on a besoin de savoir de combien vous avez besoin pour créer cette entreprise et à partir de quand votre entreprise sera rentable. En sixième étape, eh bien, on va procéder à la recherche de financement. Comment vous allez financer le démarrage de votre activité. Et puis ensuite, en septième et dernière étape, eh bien, on va procéder vraiment à l'installation de l'entreprise avec l'immatriculation de celle-ci. Donc, vous voyez, l'ensemble de ces étapes, eh bien, on va les retrouver dans ce que l'on appelle un business plan. Et le business plan, c'est ce qui va vraiment vous permettre de présenter votre projet. Donc, le business plan a deux fonctions principales. Il permet de structurer le projet et c'est aussi un moyen de communication qui va vous permettre de faire connaître votre business plan à des partenaires, à des financeurs qui vont pouvoir vous aider dans votre projet. Donc, ce business plan, il va comprendre plusieurs parties. C'est ce que nous verrons tout à l'heure en détail. Il va permettre donc de présenter les porteurs de projet, de présenter le projet en lui-même, de présenter le marché sur lequel vous allez vous positionner, votre stratégie commerciale, les moyens nécessaires et bien sûr les prévisions financières. Donc, ce business plan, il va servir
à permettre d'avoir une vision globale de votre projet et de vérifier la faisabilité de votre projet. Et c'est donc un outil d'aide à la décision. Et c'est bien ainsi qu'il faut analyser tout le travail de préparation que vous allez mener. Ce travail de préparation, c'est véritablement un outil d'aide à la décision qui va vous permettre soit de passer à la phase suivante et donc véritablement de créer l'entreprise, considérer que tous les signaux sont au vert et donc on va pouvoir créer l'entreprise, l'immatriculer. Le business plan, parfois, il permet aussi de renoncer à un projet, puisque une fois que ce travail d'analyse est fait, on constate parfois que les risques sont trop importants et il peut permettre parfois de renoncer à un projet. Ou alors, le business plan, il peut également permettre de retravailler le projet, de mener une réflexion supplémentaire ou de développer des compétences supplémentaires de manière à sécuriser au maximum votre projet. Donc, ce que nous vous proposons ce matin, eh bien, c'est de reprendre chacune des parties du business plan de manière à ce que vous puissiez vraiment avoir une vision complète de ce que ce document doit contenir. Et donc, je cède la parole à ma collègue Déborah Larousse. Merci bien. Alors juste, vous ne me voyez pas, a priori, j'ai un petit souci technique aujourd'hui pour la caméra, mais a priori, le son est bon, donc on va se contenter de ça, ça sera très bien. Alors, on va commencer par la première partie, du coup, le premier indispensable du business plan, qui va être vous et votre équipe. Alors, dans cette partie, le but, c'est de vous présenter. Vous commencez tout simplement par mettre votre état civil, vos coordonnées. En fait, c'est un basique, mais il faut bien que vos interlocuteurs ils arrivent à vous joindre. Ensuite, si vous voulez bien passer sur le deuxième slide. Ensuite, vous pouvez parler de votre situation personnelle. Alors, vous informer par exemple si votre conjoint fait partie intégrante du projet. La situation patrimoniale, là, le but, c'est de montrer si votre solidité financière et puis votre capacité surtout à investir dans votre projet. Le parcours professionnel, là, le but, c'est de montrer les compétences que vous avez pu développer. Alors, elles peuvent être diverses, hein, ça peut être du technique, du commercial, ça peut être des compétences en gestion. Alors, pareil, dans les gestions, il peut y avoir plusieurs volets, hein, ça peut être de la gestion de personnel, ça peut être de la gestion de planning, ça peut être de la gestion financière. Sur la partie formation, là, vous avez précisé les formations que vous avez faites, surtout si elles ont un rapport avec votre projet. Et puis, il ne faut surtout pas hésiter à mettre des informations sur les expériences personnelles qui sont valorisables dans le projet entrepreneurial. Je prends pour exemple que vous étiez peut-être trésorier dans une association. Voilà. Et enfin, vous mettiez les motivations qui vous poussent aujourd'hui à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, ce projet, vous allez peut-être le monter seul, mais vous pouvez aussi vous associer. Alors, je fais juste une petite parenthèse. L'associé, par définition, il faut faire attention, c'est juste un apporteur de capitaux. C'est un financeur qui participe aussi aux décisions derrière du fonctionnement de la société. Si cet associé travaille avec vous, il lui faut une fonction. Et là, il n'y a pas 36 choix, il y en a 2. C'est soit il est salarié, soit il est gérant. Alors du coup, comme pour vous, vous allez présenter ses compétences, vous allez mettre en avant ses réseaux s'il en a, et puis vous allez expliquer le but de cette association. Alors surtout, vous n'hésitez pas à mettre en avant la complémentarité de votre équipe. Par rapport aux partenaires du projet, il ne faut pas hésiter à les noter aussi s'ils sont déjà identifiés. Alors ça peut être par exemple nous, les chambres consulaires, ça peut être la banque, ça peut être une collectivité locale, ça peut être le comptable par exemple. Alors, une fois que vous avez parlé de vous et de votre entourage, on passe à la deuxième partie qui va être justement la présentation de votre projet. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans la nature détaillée de l'activité? Alors ici, vous mettez votre type d'activité, si c'est une activité commerciale, artisanale, libérale. Faut également préciser là ce que vous allez faire concrètement. En gros, quels produits et services vous allez proposer, à qui ils s'adressent et quels besoins vous cherchez à satisfaire en fait. L'idée, c'est que la personne qui lit votre business plan comprenne immédiatement ce que vous faites. L'adresse professionnelle, là, pareil, vous indiquez tout simplement où sera implantée votre entreprise. Il faut mentionner l'adresse pro. Si elle n'est pas encore définitive, vous pouvez mettre la commune ou alors le secteur géographique qui est prévu. Par rapport aux horaires et aux jours travaillés, ici, vous pouvez expliquer pourquoi vous avez choisi ces horaires, par exemple. Est-ce que c'est pour vous adapter aux habitudes de vos clients? Est-ce que c'est pour gérer votre temps efficacement?
Ça montre en fait que vous avez réfléchi à l'organisation concrète de votre activité. La date prévisionnelle d'ouverture, là-dedans, on met, alors cette date, elle doit être réaliste. Il faut tenir compte vraiment de toutes les étapes qui sont à franchir avant l'ouverture. Alors par exemple, ça peut être la finalisation du financement, ça peut être l'aménagement du local, ça peut être l'achat de matériel, tout ça, toutes les choses qui sont à faire avant le démarrage concret. Et les perspectives de développement, donc dans cette partie-là, ça sert à présenter aussi votre vision d'avenir. L'idée, c'est de montrer que vous n'avez pas raisonné qu'à court terme, mais que vous avez raisonné aussi à moyen et long terme. Alors, je vous donne des exemples. Par exemple, à court terme, vous pouvez vous dire que mon but, c'est d'atteindre un certain chiffre d'affaires ou de fidéliser une clientèle locale. À moyen terme, par exemple, c'est pour, vous dites, vous allez embaucher du personnel, vous allez développer de la vente en ligne ou avoir une nouvelle gamme de produits. Et à plus long terme, par exemple, on ouvre un deuxième point de vente ou on exporte. Voilà, pour vous donner à titre des exemples. Je laisse du coup la parole à Doriane qui va vous présenter la partie sur les marchés. Oui, effectivement. Donc, dans votre business plan, donc une fois que vous vous êtes présenté et que vous avez présenté votre projet, il va falloir effectivement présenter votre étude de marché. Donc, dans cette étude de marché, eh bien, on doit pouvoir retrouver un certain nombre d'informations. La première chose qu'il faut expliquer dans votre étude de marché, c'est toutes les recherches que vous avez pu faire. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, démarrer avec une démarche, je dirais, macroéconomique. Donc, généralement, c'est ce que vous faites. Effectivement, vous faites un certain nombre de recherches et vous allez pouvoir identifier des éléments de contexte du marché, des éléments qui sont relativement importants à prendre en compte. Si on constate des évolutions d'un point de vue économique, des évolutions réglementaires sur votre marché, mais ça peut être aussi des évolutions financières ou technologiques. Et donc, toutes ces évolutions, il va falloir effectivement les présenter et présenter donc les tendances du marché. Et puis, bien sûr, expliquer en fait quel impact ces évolutions vont avoir sur votre projet et comment vous allez vous positionner par rapport à ces évolutions. Donc, premier point, on est d'abord sur une approche macroéconomique. Donc, parmi les différentes données que vous allez rechercher, je peux vous citer quelques exemples, eh bien, on va déjà rechercher les données, les chiffres clés sur votre marché. Donc ça, sur Internet, aujourd'hui, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'informations. Donc, vous allez pouvoir consulter en ligne un certain nombre d'études. Vous allez avoir un certain nombre de sites qui vont vous permettre d'obtenir ces informations. Je pense notamment au site de l'INSEE qui va vous permettre d'avoir ces informations. Vous allez également pouvoir faire des recherches sur les conditions d'accès au marché. Est-ce que vous vous situez sur une activité qui est réglementée? Ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est une question qu'il faut vous poser très tôt dans la préparation de votre projet. Parce que effectivement, si vous êtes sur une activité qui est réglementée, eh bien, il faut bien sûr en prendre connaissance et vous assurer que vous remplissez les conditions qui vous permettent d'exercer cette activité. Alors, la réglementation, il faut l'entendre vraiment au sens très large du terme. La réglementation, ça peut être votre qualification professionnelle. Est-ce que vous avez besoin d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle pour exercer cette activité? Mais la réglementation, ça peut être aussi des textes juridiques à respecter, ça peut être aussi des normes à respecter. Donc, aujourd'hui, de plus en plus d'activités sont réglementées et donc, il faut vraiment prendre en compte cela et bien montrer dans votre business plan que vous maîtrisez la réglementation de votre activité. Parmi les informations que vous allez joindre, vous allez également expliquer les habitudes de consommation du produit ou du service tel que vous allez le proposer. Donc ça sont également des données en fait que l'on joint en fait à votre étude de marché. On va également préciser la typologie des consommateurs, donc qui sont les consommateurs actuels en termes d'âge, de sexe, de catégorie socio-professionnelle. Et puis, on va également indiquer les pratiques habituelles de tarification des intervenants, des fabricants, des sous-traitants, quels sont aujourd'hui les tarifs proposés sur votre marché. Ensuite, dans votre étude de marché, on va bien sûr s'intéresser à vos clients. Les clients qui sont véritablement, je dirais, le nerf de la guerre. Donc, les clients, en fait, on va devoir, dans votre étude de marché, définir la segmentation de votre clientèle. Donc, un segment de clients, c'est une catégorie de clients qui expriment le même besoin.
Et donc, à cette catégorie de clients, eh bien, vous allez proposer la même offre. Donc, généralement, on a 1 ou 2 ou 3 catégories de clients, rarement plus. À chaque catégorie de clients, à chaque segment de clients, eh bien, on va avoir une offre adaptée. Et donc, il va falloir expliquer quels sont vos segments de clients. Donc, en termes de profil, de localisation, est-ce que ce sont des personnes qui sont à proximité? Est-ce que ce sont plutôt des personnes qui sont dans une zone de chalandise qui va être beaucoup plus étendue? Et puis surtout expliquer quel est le besoin de ce client, de ce segment de clients, et définir leurs critères d'achat. Ensuite, dans cette étude de marché, on va bien sûr également s'intéresser à vos concurrents. Donc, qui sont-ils? Qui sont vos concurrents? Donc là, attention, il faut prendre en compte bien sûr les concurrents directs, c'est-à-dire les prestataires qui vont exercer la même activité que la vôtre, mais il ne faut pas oublier non plus les concurrents indirects, donc c'est-à-dire des prestataires qui n'exercent pas exactement la même activité que la vôtre, mais qui répondent aux mêmes besoins. Donc, il faut bien sûr prendre en compte ces 2 types de concurrence. Il va falloir donc en dresser la liste et pour chacun de ces concurrents, expliquer où ils sont implantés, quels produits et services ils proposent, quelles sont leurs politiques tarifaires, quelle est leur stratégie de communication et puis en déduire leurs forces et leurs faiblesses. Dans cette étude de marché, on va également s'intéresser à vos fournisseurs, ce qu'on oublie parfois de faire. Alors, si vous avez une activité de service, les fournisseurs sont effectivement peut-être un peu moins stratégiques, mais lorsqu'on a une activité d'achat et de revente, pour bien vendre, il est important dans un premier temps de bien acheter. Et donc, les fournisseurs sont vraiment un acteur clé dans les activités de négoce, de commerce, d'achat et de revente. Donc, dans votre étude de marché, il faudra préciser qui sont vos fournisseurs, quel type de produit vous allez acheter chez chacun des fournisseurs et bien expliquer leur politique de livraison et de paiement. Est-ce qu'on vous impose des quantités d'achat? Quelles sont les conditions de paiement? Est-ce que vous devez payer à comptant ou est-ce que vous pouvez bénéficier dès le démarrage d'un délai de paiement? Et quelles sont les conditions de livraison? Est-ce qu'il y a des frais? Est-ce qu'il y a des fréquences à respecter? Une fois que tout ce travail sur votre étude de marché est fait, eh bien, dans votre business plan, vous allez en déduire votre stratégie commerciale. Alors effectivement, la stratégie commerciale, en fait, elle va être basée sur 4 axes. Ça va être le produit, le prix, le mode de distribution et la communication. On va voir ça tout de suite. Alors, le but étant de vous différencier par rapport à la concurrence, en fait, il faut se poser tout simplement la question, qu'est-ce qui fait qu'on va venir chez vous plutôt que d'aller chez lui? Alors, par rapport aux produits, quels sont les produits tout simplement que vous allez proposer à vos futurs clients? Donc, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Quelle est la qualité de mon produit par rapport au leur? Est-ce que mon offre est plus personnalisée? Est-ce qu'elle est plus locale? Est-ce que je propose une fonctionnalité supplémentaire? L'objectif ici, c'est vraiment de mettre en avant ce qui rend votre produit plus attractif. On peut travailler aussi sur le prix. Alors, tout simplement à quel prix vous allez vendre. Alors, vous allez comparer votre niveau de prix avec celui du concurrent, mais surtout, vous allez expliquer pourquoi vous avez fixé ces tarifs-là. Alors, à titre d'exemple, est-ce que vous êtes moins cher pour toucher un plus large public ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plus cher, mais avec pour argument une qualité de service supérieure, par exemple? La distribution, alors ici, vous allez expliquer comment vous allez vendre vos services et vos produits. Est-ce que vous vendez en direct, par exemple dans un magasin, dans un atelier, sur les marchés? Vous pouvez éventuellement vendre en ligne, via un site internet, en passant par les réseaux sociaux, ou vous pouvez effectivement passer par des intermédiaires, comme des revendeurs ou des distributeurs. Alors encore une fois, le but ici, c'est de choisir le mode de distribution qui va correspondre aux habitudes de vos clients. On l'a rappelé, vous l'avez étudié à l'étape d'avant avec l'étude de marché des clients et compagnie. Et ensuite, le volet communication, alors lui, il va servir à faire connaître votre entreprise et surtout attirer aussi vos premiers clients. Donc là, vous allez expliquer, pareil, comment vous allez le faire, quels outils de communication vous allez utiliser. Ça peut être du digital, ça peut être du papier, les réseaux sociaux, les flyers, les affiches, la presse, le bouche à oreille aussi, évidemment.
Et vous allez aussi faire passer un message. Il faut réfléchir à quel message vous voulez passer. Alors, par exemple, est-ce qu'on est sur la qualité des produits? Est-ce qu'on est sur la proximité, la réactivité, ou votre savoir-faire, éventuellement? Et surtout, après, on met un plan d'action par rapport à cette communication, justement. Donc, ça va être le lancement sur les réseaux sociaux avant l'ouverture, par exemple. Est-ce que vous faites une offre de bienvenue? Vous avez une présence dans un salon? Enfin, voilà. Donc, après avoir défini votre stratégie commerciale, l'étape suivante, c'est d'identifier tous les moyens qui vont être nécessaires à votre projet. Alors, il y en a divers, ça va être les moyens humains, les moyens matériels et les moyens financiers. Alors, on va commencer par les moyens humains. Là, toujours pareil, le but, c'est de montrer que vous avez réfléchi aux personnes nécessaires pour bien faire tourner votre activité dès le démarrage, mais aussi à moyen terme. Alors, l'effectif nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise, alors vous allez tout simplement indiquer le nombre de personnes nécessaires. Est-ce que vous travaillez seul au démarrage? Est-ce que vous prévoyez d'employer du personnel? Et si oui, il faut vous préciser par exemple sur quel poste vous allez les mettre. Est-ce que c'est en vente, en production? Est-ce que c'est de l'administratif? En face, évidemment, si vous prévoyez d'embaucher, il faut définir le type de contrat que vous envisagez. CDD, CDI, des apprentis éventuellement. Et vous précisez aussi la période ou la date prévue pour chaque embauche. Dans la partie présentation du créateur, on parlait des formations que vous avez faites. Ici, dans cette partie, on va parler des formations qui sont à prévoir. Alors, ça peut être des formations techniques, Dorian en parlait un petit peu tout à l'heure. Je prends par exemple le permis d'exploitation ou l'hygiène alimentaire pour la restauration. Ou alors, ça peut être des formations plus transverses, comme la gestion, la comptabilité, du management, si par exemple vous ne vous sentez pas forcément à l'aise dans l'un ou l'autre des exercices. Alors, je fais encore une fois une parenthèse spécifique artisanat, qui sont les activités réglementées. Alors, celles-ci, elles demandent une qualification. Alors, les activités, c'est tout ce qui est activité, entretien et réparation de véhicules. Ça va être le BTP, donc gros œuvre et second œuvre. C'est les soins et les modelages esthétiques. C'est la coiffure, c'est la prothésiste dentaire. C'est la préparation de fabrication de produits frais. En gros, c'est les boulangers, pâtissiers, poissonniers, bouchers et compagnie, les métiers de bouche. Quoique, pas restauration. Le ramonage et maréchal ferrant. Alors, pour répondre à cette qualification, il vous faut soit un CAP ou 3 années d'expérience professionnelle dans le domaine, en France ou dans l'espace économique européen. Et pour ça, vous pouvez justifier soit par les fiches de paye, soit par un certificat de travail. Alors, il y a encore une spécificité par rapport au salon de coiffure. Vous devez être titulaire d'un BP coiffure ou alors avoir 3 années d'expérience professionnelle. Une autre précision, c'est que si le chef d'entreprise n'a pas lui-même la qualification, c'est un salarié qui peut l'avoir pour lui. Ce salarié doit être dans l'entreprise à temps plein. On peut passer aux moyens matériels? Alors, les moyens matériels, c'est toujours la même chose. On recense tout ce qui est nécessaire à la bonne mise en route et au bon fonctionnement de l'entreprise. Alors, on va démarrer par le local. Comme pour les formations, on en avait brièvement parlé lors de la présentation du projet. Ici, on va rentrer un peu plus dans le détail, alors si c'est possible. Vous allez indiquer le type de local, si c'est une boutique, un atelier, sa surface, son emplacement. Vous allez indiquer le type de bail, s'il est acheté, loué, prêté, et surtout pourquoi ce local est adapté à votre activité. Est-ce que c'est parce qu'il a une bonne visibilité, l'accessibilité est sympathique, proximité de la clientèle éventuellement. Les travaux et agencements, alors là, c'est si votre local nécessite des travaux, vous allez le préciser ici. Les travaux de mise aux normes, je pense, tout ce qui est sécurité, accessibilité, encore une fois. Et puis des travaux d'aménagement intérieur, ça peut être les peintures, les cloisons, l'éclairage, etc. Pour le véhicule, c'est pareil. Si vous avez besoin d'un véhicule professionnel, vous indiquez le type de véhicule, si c'est une voiture, une camionnette, à quoi il va vous servir. Et de la même manière, comment vous allez l'acquérir, si c'est acheté, loué ou financé par Crédit Bail éventuellement. Le mobilier, le matériel productif, moi c'est ce que j'appelle toujours faire sa liste des courses à ce niveau-là. C'est-à-dire que pareil, le matériel nécessaire, que ce soit production, vente ou administration. Ça peut être le mobilier, pareil, les chaises, les présentoirs, les bureaux, le matériel professionnel, évidemment, l'outil et les machines.
Et matériel du bureau, on va avoir les ordis, les imprimantes, caisse enregistreuse, téléphone, etc. Et toujours pareil, on met en face comment on va le posséder, si c'est du neuf, si c'est de l'occasion, si c'est de la location, voilà. Et les solutions digitales, c'est pareil, vous pouvez mentionner votre site internet, vous pouvez noter également les logiciels que vous utilisez et surtout les abonnements. Donc pour chacun de ces éléments, vous l'aurez compris, vous demandiez des devis. Et tout ça, ça a son intérêt, c'est pour chiffrer votre projet. Et puis pour la partie chiffrage, je laisse la parole à Doriane. Effectivement, cette étape préalable pour pouvoir réaliser votre étude financière prévisionnelle. Donc, les prévisions financières que vous allez établir doivent permettre de répondre à 3 types de questions. Première question, quelle somme d'argent dois-je réunir pour réaliser mon projet? Ensuite, l'activité sera-t-elle rentable? Et troisième question, permettra-t-elle de rembourser les emprunts et autres échéances? Alors, on va déjà s'intéresser à la première question. Donc là, pour répondre à la première question, eh bien, ce que l'on fait, c'est qu'on va tout simplement faire un plan de financement de votre projet de création d'entreprise. Alors, un plan de financement, donc vous voyez un exemple sur votre écran. Donc là, l'exemple qu'on vous montre, c'est évidemment un exemple extrêmement simplifié, mais c'est surtout le principe en fait qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui. Un plan de financement, c'est un document qui est finalement assez simple à réaliser. Voilà, tout le monde peut le faire. Vous n'avez pas besoin de formation comptable pour le réaliser. Il suffit d'avoir une bonne méthode. Donc, vous allez avoir deux colonnes sur votre tableau. Une première colonne besoins. Et donc là, vous allez lister tous les besoins que vous avez au moment où vous créez l'entreprise. Donc, imaginons que vous créez une entreprise le 5 janvier 2026. Donc, la question, c'est de quoi avez-vous besoin le 5 janvier 2026 ? Donc là, l'intérêt, effectivement, c'est d'avoir fait des devis de manière à chiffrer précisément les besoins et puis il ne faut rien oublier. Donc dans ces besoins, on va compter des frais d'établissement, on va compter tous les investissements. Alors en principe, on les compte hors taxe et on va calculer un besoin en fonds de roulement. Et donc dans ce besoin en fonds de roulement, il faudra notamment prévoir la TVA que vous allez financer, que vous allez payer pour financer ces investissements et qui vous sera remboursé si vous êtes assujetti à la TVA, qui vous sera remboursé, mais ultérieurement. Donc, on liste l'ensemble des besoins, on fait le total et ensuite la question est de savoir comment vous allez financer ces besoins. Donc là, on va passer à la colonne ressources. Donc, dans les ressources, on va avoir un apport personnel qui sera mis en capital social si vous êtes en société, éventuellement des comptes courants d'associés si vous êtes en société et puis ensuite, eh bien, on va avoir un emprunt à moyen terme ou à long terme. Et donc, évidemment, les ressources doivent couvrir les besoins. Donc ça, c'était pour la première question, le plan de financement. Ensuite, on va réaliser un compte de résultats prévisionnel. Donc, le compte de résultats prévisionnel, lui, il ne va pas chercher à analyser la situation de l'entreprise à la création de l'entreprise. Donc, je reprends mon exemple au 5 janvier 2026. Le compte de résultats, lui, en fait, il va retranscrire l'ensemble de l'activité sur une période généralement de 12 mois. Donc, on va regarder ce qui s'est passé de janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, on va analyser la situation sur une année complète. Et donc là, lorsqu'on va faire notre prévisionnel, on va commencer par le chiffre d'affaires. C'est la première donnée que l'on va saisir, c'est la vente de marchandises, la vente de services ou les commissions. Donc, le chiffre d'affaires. Donc, ce chiffre d'affaires, en principe, vous l'avez calculé après avoir réalisé votre étude de marché. C'est votre étude de marché qui doit vous communiquer un chiffre d'affaires prévisionnel qu'on va noter ici. Et ensuite, on va estimer, faire une prévision de l'ensemble de vos charges. Donc, toutes les charges que vous payerez sur 12 mois. Donc, dans les charges, on va compter les achats, on va compter les fournitures, toutes les charges externes, le loyer, les énergies, les assurances, les frais de prestataire, les frais de personnel. On va déduire les dotations aux amortissements, enfin qu'on va compter ici. On va compter également les charges financières avec les intérêts du prêt et on va s'assurer que le produit, que le chiffre d'affaires permet de couvrir l'ensemble des charges. Et on en déduit soit un bénéfice,
si le produit est supérieur aux charges, soit un déficit si on se situe dans la situation inverse. Ça, c'était pour la deuxième question. Est-ce que l'entreprise est rentable? Pour répondre à la troisième question, eh bien, on va réaliser un plan de trésorerie. Un plan de trésorerie, donc on va le voir, c'est un document en fait qui va se faire là aussi sur une période de 12 mois et on va analyser la trésorerie de l'entreprise mois par mois. Donc là, on est plutôt sur un document qui va plutôt s'assimiler à un tableau de bord. Donc dans un plan de trésorerie, eh bien, on va prendre le solde de départ de trésorerie, puisque lorsque vous créez une entreprise, vous avez nécessairement besoin d'une trésorerie de départ. On va déduire l'ensemble, on va rajouter, pardon, l'ensemble des encaissements, donc le chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Donc là, on va bien le compter en TTC. On va compter également votre apport en capital, les prêts, etc. Et on va déduire tous les décaissements TTC. Donc tous les décaissements liés à l'exploitation et tout ce qui n'est pas lié à l'exploitation, comme le remboursement du prêt. Et tous les mois, vous allez calculer votre solde de trésorerie. Et le solde de trésorerie que vous aurez calculé à fin janvier, eh bien, il va falloir le reporter à début février. Et ainsi de suite, on va procéder de cette manière, mois par mois, ce qui vous permettra de connaître votre trésorerie mois par mois. Voilà pour l'étude financière prévisionnelle. Alors, pour conclure, en fait, le business plan, ça va pas être uniquement un document technique, c'est également un outil de communication. Alors, il va permettre à votre interlocuteur de se faire une idée de votre projet. Alors, si vous êtes amené à en faire une présentation, je vous invite à le remettre à la fin de celle-ci, parce que comme ça, vous conservez son attention, parce qu'en moyenne, il fait entre 10 et 30 pages. Donc, vous pouvez faire un executive summary, pardon pour l'accent. En fait, il s'agit d'une présentation synthétique d'1 ou 2 pages qui va reprendre les points clés du business plan. Et celui-ci, par contre, ouais, vous pouvez le donner en amont de la présentation. Voici pour conclure. On va pouvoir éventuellement répondre aux différentes questions, s'il y en a. Oui, effectivement, on a plusieurs questions qui sont arrivées. Une première question de Damien. Bonjour, comment calculer un chiffre d'affaires via une étude de marché? Déborah, tu veux répondre ou je commence? Vas-y, je t'en prie, ouvre le bal. Alors, je vais commencer par cette première question. Donc, effectivement, c'est bien l'étude de marché qui doit vous permettre de calculer votre chiffre d'affaires prévisionnel. Et j'insiste vraiment sur ce point-là, c'est vraiment important. Parce que lorsque l'on établit un compte de résultat prévisionnel, la ligne du haut, c'est le chiffre d'affaires. Et c'est bien par ça qu'on commence. Lorsque vous présentez votre prévisionnel à un financeur potentiel, il est fort à parier que l'on vous demande comment vous avez estimé votre chiffre d'affaires. Admettons que vous prévoyez un chiffre d'affaires de 150 000 euros, je dis n'importe quoi, la question va vous être posée, comment vous avez calculé, comment vous êtes arrivé à ces 150 000 euros. Et la réponse, elle doit forcément se trouver dans l'étude de marché. Votre étude de marché, elle doit vous permettre d'évaluer un nombre de clients potentiels. Alors, en fonction des activités, si c'est du commerce, vous allez le calculer par jour. Si c'est des activités de service, parfois on a 4 clients par mois. Ça dépend des activités. Donc, soit par jour, soit par mois, soit par semaine. Et vous allez devoir définir un nombre de clients que vous pouvez, que vous espérez toucher et auxquels vous allez vendre des prestations. Et il aura fallu au préalable calculer un panier moyen. Et donc, votre chiffre d'affaires, eh bien, ça va être la multiplication, le résultat du panier moyen multiplié par le nombre de clients que vous espérez toucher. Et il faut bien sûr que ce chiffre soit réaliste. Alors, parfois, on peut travailler sur des hypothèses hautes, des hypothèses basses, mais c'est bien ainsi qu'il faut procéder pour calculer votre chiffre d'affaires. Si je peux me permettre de rebondir, en termes de prestation de service, par exemple, pour déterminer, on peut, une journée ne fait que 24 heures, par exemple. Donc, pour que Doriane parlait de chiffres réalistes, il faut que vraiment, effectivement, les éléments déterminés peuvent correspondre aussi à un agenda. Ensuite, une autre question de Quentin qui nous demande quels documents doivent être rédigés ou certifiés par des entités professionnelles. Je pense surtout à la partie financière où peut-être certains documents doivent être rédigés par des comptables ou autres afin de certifier la véracité de ce que l'on avance.
Déborah, tu veux répondre? Vas-y, je te laisse. Moi, je rebondis, je complète. Donc effectivement, lorsque vous avez un projet de création d'entreprise, nous, on vous invite vivement à vous faire accompagner par un expert comptable. Alors, il y a 2 choses en fait. Il y a tout un travail préparatoire que vous pouvez faire, de votre côté, que vous faites aussi souvent d'ailleurs avec nous, où en fait on va définir avec vous en fait les devis qu'il va falloir réaliser, et cetera. Et on va avoir une approche pédagogique avec vous pour faire un premier prévisionnel financier. Mais on vous invite vivement à consulter un expert comptable pour établir véritablement un prévisionnel financier. Et il y a de fortes chances que les financeurs que vous allez solliciter vous demandent également un prévisionnel validé par un expert comptable. Ensuite, autre question de Quentin. Concernant la longueur du business plan, doit-il être concis, complet, un nombre de pages? Alors, un nombre de pages, c'est difficile en fait hein, de vous répondre parce qu'en fonction des projets, ça va être évidemment très variable. Ce qu'on peut vous dire d'une manière générale, c'est qu'un business plan, c'est pas un business model, hein, donc c'est pas un document qui va tenir sur 5 pages. Un business plan, nous, lorsqu'on accompagne des personnes, un business plan, on est au moins, on est très facilement sur une trentaine de pages. Voilà, ça vous donne un aperçu. Hein, donc c'est quand même un document qui a vocation à être très complet. Après, ce que l'on peut faire par contre, c'est une synthèse de votre business plan qui peut tenir sur 2-3 pages. Voilà. Mais le business plan lui-même, c'est généralement un document quand même très complet et c'est un travail assez important. Hein. C'est vraiment un investissement que vous faites et construire un business plan, ça prend du temps. Hein, voilà. Préparer un projet de création d'entreprise, il faut vraiment prévoir du temps. Autre question de Damien, les chiffres que l'on rentre sont à notre propre estimation, donc on leur fait dire ce que l'on veut. Alors c'est pas tout à fait, aussi simple que ça. Par exemple, pour faire votre plan de financement, vous allez demander des devis, hein, donc on va bien se baser sur des devis. Après, les chiffres, si par exemple, vous faites référence à votre prévisionnel, quand on va estimer les charges, là, si vous faites accompagner par une structure d'accompagnement comme les chambres consulaires, nous, on va attirer votre attention, on va vous dire, bah, telle charge, elle paraît très clairement sous-estimée. Ça ne sera pas possible. Il va falloir revoir les charges. C'est pareil pour un stock de départ, pour les achats, on va également vous guider. On va vous dire non, là, le stock est trop important. Il faut baisser le stock, vous n'arriverez pas à le financer. Et puis, ça va être aussi le rôle de l'expert comptable, c'est en fait de travailler avec vous sur des prévisions réalistes. Et j'insiste vraiment sur ce thème pour que votre business plan soit convaincant, il doit être réaliste. Donc, les professionnels avec lesquels vous allez travailler, que ce soit les chambres consulaires, un expert comptable et un banquier qui va lire votre business plan, ont l'habitude de ce genre de lecture, de ce genre de travail. Et si les chiffres ne sont pas réalistes, on le verra très rapidement. Autre question de Quentin, concernant le business plan, faut-il un support type PowerPoint pour imager lorsque l'on le présente à une entité financière? Alors pas forcément, ça peut être un document généralement fait tout simplement sur Word, tout simplement. Mais si vous voulez faire une synthèse PowerPoint, vous pouvez bien sûr le faire pour avoir un document peut-être plus convivial, ça peut être ça. Mais généralement, il faudra joindre le business plan complet qui effectivement va être relativement conséquent. L'idée du document, c'est qu'il soit exhaustif. Donc, d'une présentation PowerPoint, en règle générale, les présentations PowerPoint sont plutôt les points clés. Et après, on les explique encore oralement, comme nous, on vient de le faire ce matin. Sur le PowerPoint, il y avait les éléments que nous, on a développés derrière. Donc, d'où le document encore Word, où c'est beaucoup plus exhaustif, encore une fois. Encore une question. Une fois un business plan fait, peut-on vous le présenter avant l'ouverture? Alors oui, bien sûr, vous pouvez venir voir les chambres consulaires, hein, que ce soit la chambre des métiers, de l'artisanat ou la chambre de commerce et d'industrie. Il n'y a aucun souci, on est à votre disposition. Vous pouvez bien sûr nous consulter. Après, juste peut-être un petit bémol, il est parfois un peu dommage de consulter une structure d'accompagnement, chambre consulaire, lorsque vous avez fini votre business plan. Il vaut mieux venir nous voir avant
que celui-ci soit fini, de manière à ce qu'on puisse vraiment vous accompagner, qu'on puisse vraiment le construire avec vous. Voilà, on préfère que vous veniez nous voir avant plutôt qu'après. Déborah, je ne sais pas si tu veux compléter. Je peux que confirmer tout ça. Et puis un petit mot d'Ariane, merci pour cette conférence, c'est bien d'avoir le détail de ce que vous aviez expliqué hier. Merci Ariane, donc je comprends que vous étiez venue à la conférence sur le business model. Une toute dernière question qui est arrivée. Bonjour, peut-on venir vendredi au salon avec son business plan? Vous pouvez bien sûr venir au salon et je dirais même qu'on vous attend vendredi au salon, donc on compte vraiment sur vous pour votre présence vendredi. Par contre, avec votre business plan, bien sûr, vous pouvez venir avec votre business plan. Par contre, malheureusement, ce que je peux vous dire, c'est qu'au salon, nous avons beaucoup de monde et lire un business plan, ça prend du temps. On ne pourra pas lire votre business plan au salon. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qu'on vous propose en entretien individuel, soit à la Chambre des métiers de l'artisanat, soit à la Chambre de commerce et d'industrie. Donc ça se fait plutôt en entretien individuel avec un conseiller parce que ça prend du temps et on ne pourra pas le lire le jour du salon sur le stand de la Chambre. Voilà, ça prend un peu de temps, il faut organiser un peu ce genre de rendez-vous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il est préférable pour vous, dans votre intérêt, de nous solliciter avant que vous ayez fini votre business plan. Voilà, et on vous aidera à le construire. Voilà, bien écoutez, on arrive au terme des différentes questions qui ont été posées. Alors, je vous remercie vraiment pour ces échanges. Les questions ont été nombreuses. Ça a été un bel échange avec vous et on s'en réjouit. Je vous rappelle également que le salon ne fait que commencer et qu'on vous attend nombreux vendredi au salon en présentiel qui aura lieu de 9h à 17h dans les locaux de la Chambre des métiers, donc à Metz Technopole. On vous attend nombreux. On espère vous rencontrer ce vendredi sur nos stands et ce salon en présentiel vous permettra également de rencontrer l'ensemble des acteurs de la création d'entreprise et vous aurez également la possibilité de rencontrer les experts comptables qui sont présents vendredi à travers un stand. Voilà. Merci à tous. Merci de votre participation. Merci bien. Bonne journée à tous. Merci. À bientôt. Au revoir.